Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, ce que j'appelle la meilleure émission du cercle, hein, présentée par le meilleur, évidemment, le meilleur présentateur du cercle. Nous sommes ce soir réunis pour parler de la quatrième partie, le quatrième épisode de notre mini-série concernant les chemins de la drogue, les guerres de la drogue, notamment en Amérique latine. Vous voyez à l'écran, nous sommes avec Jonathan Alperi. Jonathan, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ça va très bien. Eh bien, parfait. Aujourd'hui, donc au programme, comme vous le voyez dans le titre, nous allons parler d'Argentine, du Brésil, donc qui sera notre premier bloc, et du second bloc qui sera constitué des pays suivants, l'Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque et Tobago, pardon. Voilà. Vous verrez pourquoi dans la suite de l'épisode, restez branchés. Avant de commencer, je vais d'abord faire les rappels habituels du cercle. Donc au niveau des subs, n'hésitez pas à vous sub, comme d'habitude, c'est la manière la plus directe de nous aider pour produire du meilleur contenu, etc. etc. hein. Vous connaissez la formule désormais. N'oubliez pas aussi de vous rendre aux éditions des rendez-vous du lundi, au 10 rue Croix des Petits Champs à Paris, en face du Palais Royal, pardon. Voilà, aujourd'hui, je crois que Pierry fait sa conférence sur le dernier Perspective Libre qui est sorti. Donc n'hésitez pas aussi, c'est une manière même de nous rencontrer, hein. Et ça nous aide aussi beaucoup. Donc merci à vous de le faire. Et sinon, vous avez le site du Cercle où vous pouvez commander nos livres, pardon, ainsi que nos goodies et vous inscrire à nos newsletters, donc une newsletter axée sur l'Espagne mensuelle et une newsletter sur l'actualité internationale. C'est 100% gratuit, ça ne coûte rien, donc n'hésitez pas. Voilà, alors, les rappels sont faits. Jonathan, bon, je vais te représenter comme d'habitude. Tu es reporter de guerre, photographe de guerre aussi. Tu as couvert aujourd'hui un peu plus de 14 conflits dans le monde entier. Et pour ceux qui s'intéresseraient à son travail, soit maintenant, soit après la conférence, n'hésitez pas à aller sur son site afin de commander son livre The Shattered Lance, paru en 2013. Donc n'hésitez pas, vous marquez Jonathan Alperi dans votre barre de recherche Google et c'est le premier lien qui s'affichera. Voilà, d'ailleurs, Jonathan est en train d'écrire son livre sur les guerres de la drogue, donc ça tombe bien, si jamais cet entretien vous aura passionné. Attendez un petit peu, mais il sortira, je l'espère, très bientôt. Voilà, alors, Jonathan, dans un premier temps, on va parler on va retracer historiquement la situation, d'abord en Argentine et au Brésil, et ensuite dans les plus petits pays que j'ai déjà cités. Alors, quel est l'historique de l'Argentine et du Brésil en ce qui concerne la drogue, Jonathan? Donc, les grands mouvements du commerce international de la drogue au Brésil et en Argentine sont un peu différentes, en particulier en ce qui concerne la production ou surtout la consommation, en fait. Oui. Donc, les grands producteurs restent comme depuis les années 70 essentiellement, donc la Colombie, un peu la Bolivie et le Pérou. Maintenant, on en a déjà discuté la dernière fois. Le Brésil est une situation un peu particulière parce que c'est pas vraiment un producteur de drogue, mais c'est surtout un grand consommateur. Et donc dans les milieux festifs, soit dans les parties plutôt, comment dire, aisées des populations brésiliennes, comme à São Paulo ou à Rio en particulier, il y a eu une grande consommation de drogue, donc que ce soit plutôt amphétamine, enfin tout ce qui est MDMA, ecstasy, évidemment cocaïne, qui est un grand, puis la marijuana bien entendu. Et donc toutes ces drogues restent très privilégiées dans les milieux aisés, puis dans les milieux pauvres aussi. Alors, moi, j'ai travaillé là-dessus à Rio en particulier, dans les milieux trans par exemple, ou les milieux pauvres dans les favelles, donc grands consommateurs de cocaïne, mais de cocaïne de qualité très mauvaise, qui est très coupée, tout ça. Moi, j'avais vu ça quand je photographiais certains de ces milieux. Une cocaïne qui était presque marron ou foncée, qui était assez dégueulasse, mais qui était très consommée parce qu'elle n'était pas chère. Pour 10 dollars, tu pouvais avoir, je me souviens plus, un gramme, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment pas cher. Ah oui, d'accord.
Et enfin, pas cher pour les gens. Après, tu es allé dans les milieux aisés, c'était plutôt comme ça. L'Argentine est moins connue pour sa consommation. Il y a une consommation de drogue aussi qui remonte des années 80 et qui est assez présente dans les milieux, pareil, festifs, hein, tout ce qui est cocaïne, tout ça. Mhm. Donc, par rapport à ça, il y a une consommation suffisamment importante jusqu'à aujourd'hui pour que les cartels mexicains et les groupes criminels de drogue colombiens soient en partie infiltrés sur cette fameuse frontière qu'on appelle tri-border en anglais. Donc, c'est une frontière qui réunit le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. C'est là, en fait, où il y a les fameuses chutes d'Iguassou, où a D'accord. été filmé le film Mission, enfin ces grandes cascades. Et donc c'est là en fait que tout se passe, où soit pour les armes ou la drogue, et donc pour la consommation brésilienne et un peu argentine, bien entendu. Paraguay, pas trop, parce que le Paraguay est un pays quand même très pauvre, les gens dépensent leur argent plus à des choses nécessaires Ouais. qu'à se droguer. Donc il y a une petite consommation probablement, c'est pas clair. Paraguay est un pays qui n'est pas très bien connu d'ailleurs là-dessus. Donc c'est ça par rapport à la consommation des gens, mais le Brésil reste le numéro un de toute l'Amérique latine de très loin. Mais comment s'est fait l'implantation justement de ces milieux dans la drogue? Comment ça s'est passé au début, vraiment, pour retracer l'histoire? Par rapport au groupe criminel, Ouais, comment euh, la drogue est arrivée dans les favelas, j'imagine, au début, et ensuite. voilà, donc les favelles sont en effet les grands centres. Donc pareil, mais il y a pas, donc il y a Rio hein, qui reste la cité de Dieu, hein, qui est très connu. Il y avait ce film qui avait été fait là-dessus. Donc ça remonte aux années 70. Donc D'accord. la marijuana, bien entendu, et la cocaïne, hein, plutôt ces drogues-là. Un peu l'héroïne, tout ça, le crack, mais pas trop. Le crack viendra plus tard dans les favelles, à Rio, par exemple, dans les années 80, mais surtout dans les années 90. Et c'est très développé en ce moment. D'ailleurs, ils ont un surnom pour ces endroits-là. Ils appellent ça Cracolandia, donc le pays du crack. Mmh. Et donc, on va dans ces favelles et en effet, on voit des gens qui sont au crack dans la rue. Enfin, c'est absolument terrible. Et c'est surtout des gens très pauvres. Mmh. Pour l'Argentine, ça vient beaucoup plus tard. L'Argentine, pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer avec la drogue, il faut vraiment voir ce qui se passe aujourd'hui, plus que le Brésil. Donc, quand on regarde le nord de l'Argentine, donc la zone de Santa Fe, mais surtout la ville de Rosario, qui est la ville, je crois que c'est la troisième plus grande ville du pays, et là, en ce moment, depuis quelques années, et surtout en ce moment, il y a un vrai combat entre le gouvernement, un combat armé presque, contre donc le gouvernement et différents éléments criminels qui sont essentiellement colombiens et mexicains. On en reviendra tout à Et, l'heure à ce niveau-là. On reviendra tout à l'heure à ce niveau-là. Euh, mais excuse-moi de te couper, juste, comment ça arrivait en fait? Comme par quel biais? Quels sont les cartels qui ont justement infiltré ces réseaux? Comment sont-ils arrivés au Brésil? Euh, voilà, comment ont-ils profité des frontières? Euh, comment ça s'est passé en fait? d'accord. Donc, au niveau des dates, on ne sait pas trop. Je pense que pour l'Argentine, c'est vraiment les 20 dernières années en ce qui Ouais. concerne les groupes colombiens, des choses comme ça, mais surtout vraiment les 5 dernières années. Donc, par exemple, l'avantage que présente le nord de l'Argentine, donc ça explique pourquoi les Colombiens et les Mexicains se sont installés là, c'est tous les réseaux des rivières qu'il y a au nord de l'Argentine, qui s'écoulent donc de la côte et qui sont de l'intérieur, donc c'est cette frontière que je décrivais tout à l'heure et après qui va sur la côte. D'accord. Mais comme il y a plein de frontières, il y a pas mal de végétation, tout ça, ça permet à ces groupes d'utiliser beaucoup de bateaux pour pouvoir déplacer soit les armes ou la drogue. Donc c'est vraiment assez récemment que les Colombiens et les Mexicains s'installent là, surtout en dernier lieu, plutôt les Mexicains. Donc tu as les grands cartels mexicains qui étoffent leur puissance en envoyant des hommes, des soldats ou des organisateurs dans ces zones-là. Je pense, et c'est pas clair, mais il est probable que ce soit plutôt les cartels de la côte pacifique mexicaine, comme Sinaloa, mais probablement de plus en plus ce qu'on appelle la nouvelle génération, qui est basée dans l'État du Jalisco au Mexique. Donc c'est un des États centre pacifiques du Mexique.
Et donc, D'accord. eux s'occupent aussi de l'organisation et du contrôle et du déplacement de la drogue dans ces zones-là. Donc, la drogue étant produite évidemment en Colombie essentiellement. Comme je disais la dernière fois, c'est pour la cocaïne, c'est plus de 60% maintenant de la production sud-américaine, voire mondiale d'ailleurs, parce qu'il y a très peu de pays Mm. en dehors d'Amérique latine qui produisent de la cocaïne maintenant. Donc, ils se sont installés là. Et donc, maintenant, ça crée des tensions très, très puissantes entre l'État et l'armée argentine, qui est moyennement préparée à ce genre de choses, car elle doit affaire à des gens qui sont très armés, très organisés, et puis évidemment prêts à mourir pour leur business. Donc, c'est pas, pour l'Argentine, c'est pas entièrement clair ce qui est en train de se passer. À Rosario, on sait que c'est devenu très violent. Il y a beaucoup de morts, un peu comme à Guayaquil en Équateur, ça monte de plus en plus. Et l'État essaie de reprendre un peu le contrôle de la zone avec la violence, essentiellement, essayant de se débarrasser de ces éléments criminels. D'accord, très bien. Bah écoutez, je pense que là, on a fait à peu près le tour. On voit un peu, hein. Donc, ce sont deux pays qui sont, ma foi, assez similaires, pas dans leur consommation, mais dans le fait qu'ils ne produisent pas, donc qui sont un peu, qu'ils ne subissent que la drogue en réalité. Et toujours le même schéma, hein, dont on a déjà parlé pendant les 3 derniers épisodes, où ce sont des cartels majoritairement colombiens ou mexicains qui tirent parti ou des frontières, ou de la corruption, ou des deux, hein, d'ailleurs, pour infiltrer les pays. Et au niveau de Haïti, la République dominicaine et tous ces petits pays-là qui sont aujourd'hui dans la panade, pour rester poli, qu'en est-il? Quelle est la situation actuelle déjà et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai que la situation entre Haïti et République dominicaine est assez différente, Oui. malgré le fait qu'ils partagent Hispaniola, donc la même île. Ce sont deux, enfin, on peut parler vraiment que d'un État, hein. La République dominicaine reste quand même une certaine puissance étatique très locale, hein, évidemment. Ils ont une armée, ils sont très subventionnés par les États-Unis, en partie par comment dire, un tourisme assez développé, pas seulement nord-américain, mais aussi européen. Beaucoup d'Européens, il y a des vols directs pour la Punta Cana depuis pas mal d'années. Donc ça se fait beaucoup. Haïti, lui, n'a pas pu ou n'a pas su se développer. D'ailleurs, moi, j'ai une anecdote assez drôle. La dernière fois que j'étais à Haïti pour couvrir les gangs, là, il y a 2 ans, j'avais un conducteur haïtien parce qu'on parlait beaucoup de ça, il me disait que la pire chose que Haïti a fait, c'est demander son indépendance. Et c'est très drôle parce que beaucoup de gens pensent ça à Haïti, contrairement à ce que les médias racontent en général, et qu'en effet, les Haïtiens estiment que s'ils avaient gardé leur indépendance, ils auraient probablement été un peu dans la même situation que la Guadeloupe ou la Martinique. C'est vraiment un argument qu'ils ont et qui est un argument qui tient la route. Parce que qu'est-ce qui serait passé en Martinique et en Guadeloupe s'ils avaient eu leur indépendance, qu'ils auraient pu redresser la barre? Ça reste à voir. En tout cas, Haïti n'est pas arrivé, en partie à cause de leurs problèmes démographiques. Je crois qu'ils sont officiellement un peu plus de 12 millions d'habitants. Enfin, c'est complètement Ah hallucinant. oui. Et je crois que c'est le seul pays des Amériques et des Caraïbes qui a un taux explosif démographique. Voilà, donc il continue à. Voilà, donc ça, c'est un problème fondamental. Donc il Qui n'y est a dû plus à quoi? d'État à Haïti, mais même avant que les choses vraiment dégénèrent complètement, Haïti, depuis plusieurs dizaines d'années, est une des grandes plaques tournantes du commerce illicite des armes venant des États-Unis, hein. Donc en fait, ça descend par la Floride et ça descend vers les Caraïbes, essentiellement République dominicaine, mais surtout Haïti. Une partie est vendue au groupe criminel haïtien et le reste descend vers le Brésil et l'Argentine et ces fameuses rivières dont je parlais. République dominicaine, il y a un problème d'armes, évidemment, ils ont des gangs. J'ai été là il y a quelques mois pour couvrir ça. Mais ils tiennent encore un peu la chose, pas mal. Mais en ce moment, ils ont un problème assez grave, donc on parle peu, c'est qu'il y a un afflux absolument énorme de cocaïne qui vient d'Amérique latine, de la Colombie, qui passe après par l'Argentine et qui remonte vers ces îles-là. Et une partie de la cocaïne n'est pas seulement transitoire, elle est revendue directement pour la consommation locale, touristique un petit peu, probablement dans les milieux festifs à Punta Cana ou à Saint-Domingue, dans les zones là où il y a les hôtels. Puis il y a aussi une consommation pas mal de crack. Moi, j'ai photographié
des maisons de crack illégales à Saint-Domingue où tu as des dizaines des espèces de safe house, les mecs comme ça. Ouais, donc il y a quand même ce problème-là. Les Haïtiens se droguent, mais c'est vraiment plus une zone transitoire parce que c'est une zone qui n'est pas contrôlée. Donc c'est beaucoup plus facile pour les éléments criminels d'amener par bateau et de corrompre des autorités quelconques, portuaires en particulier, ou même militaires, enfin militaires c'est un grand mot, Oui. mais tout ce qui est autorité pour vendre leur cam et puis après les faire passer vers les États-Unis. D'accord, et donc on parlait de problèmes démographiques pour Haïti notamment, et ensuite on pourra peut-être faire le lien avec la Jamaïque et Tobago. Quelle est l'origine de ces problèmes démographiques? À quoi c'est lié? L'Haïti, c'est vraiment particulier. Je pense qu'ils ont gardé quelque chose leur culture est restée très africaine, avec un mélange français, évidemment, dans la langue, par exemple, et leur religion. Bon, il y a de la chrétienté, mais il y a aussi des restes d'éléments religieux qui sont arrivés de l'Afrique de l'Ouest au 18e, en gros. Ouais. Et donc, d'ailleurs, à nouveau, une petite anecdote. Mon conducteur avait comme client, peut-être un an ou deux avant, des gens d'Afrique de l'Ouest, je ne sais plus de quel pays. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais attendez, c'est l'Afrique. Donc, ils n'ont pas vu de différence. Ils ont dit ça un peu en rigolant. Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est c'est resté assez comme ça. Et je pense que ce rapport à la démographie vient de là, essentiellement. D'accord, ok. Ok, très bien. Et par rapport à, rapidement, hein, le but après, ce sera de regrouper ces pays, d'en faire, de pas de ne pas les étudier un par un, mais justement de les regrouper pour qu'ils aient quelque part quelques ressemblances. Mais au niveau de la Jamaïque et de Tobago, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi de ce côté-là, au niveau de la drogue? Alors, alors, la Jamaïque. Alors, c'est vrai que quand on pense de la Jamaïque, on pense marijuana, que Mm. ce sont très ouverts. En fait, les gens ne savent pas, mais la marijuana est illégale en Jamaïque. Elle est tolérée, en fait. Mais dans les textes de loi, la marijuana est illégale. Donc, c'est toléré jusqu'à un certain nombre de grammes. Donc, ils ne t'arrêtent pas et tout comme ça, parce que tout le monde fume là-bas et tout comme ça. Mais la Jamaïque a une particularité par rapport à beaucoup d'îles des Caraïbes. Donc il y a ça, mais ils ont aussi des gangs hyper violents. Les gangs jamaïcains sont réputés pour être particulièrement violents. D'ailleurs, quand il y en a eu pas mal, et il y en a encore pas mal à Miami, et les autorités américaines, depuis les années 80 essentiellement, quand il y a les premiers grands arrivés, ont eu beaucoup de mal à traiter avec eux parce que c'est un peu comme la mafia albanaise en Europe, où ils sont très violents, donc les autorités locales ont du mal à les gérer. C'est un peu comme ça. Ils sont pas très nombreux, donc ça devrait pouvoir être gérable. Mais l'État jamaïcain a même des unités, une en particulier, je ne me souviens plus le nom, qui est spécialisée dans c'est une espèce de commando qui est dans tout ce qui est trafic de drogue, anti-trafic de drogue, et qui se bat ils se battent physiquement à l'arme à feu contre ces gangs qui sont beaucoup à Kingston, évidemment, qui est restée une ville très Mm. dangereuse. D'ailleurs, les touristes vont beaucoup en Jamaïque, mais vont dans des zones très protégées, hein, dans des zones où il y a des grands hôtels à la plage, tout ça, et c'est comme des forteresses. Mais quand tu sors de ces zones-là, d'ailleurs, souvent, on te dit de ne pas le faire, parce qu'il y a une criminalité. Il y a beaucoup de kidnapping, d'assassinats, de choses comme ça, parce que ça reste un pays très violent. Et Tobago, c'est un peu comme ça. Tobago, D'accord. c'est plus petit, évidemment, c'est beaucoup plus petit, mais c'est très violent. Et un des grands problèmes qu'ils ont à Tobago, c'est une corruption très développée chez la police. Par exemple, moi, si tu veux travailler avec eux comme reporter, il faut faire attention parce que c'est difficile de savoir à qui tu as affaire, à qui tu peux faire confiance. Ah oui. Donc, un pourcentage non négligeable des flics sont dans le commerce de la drogue aussi. Et à Tobago, il y a une consommation assez impressionnante de cocaïne aussi. Donc, c'est pas qu'une passerelle, c'est aussi de la consommation. En Jamaïque aussi, pas mal, mais Tobago, apparemment, c'est très particulier par rapport à ça. Et on retrouve la corruption en République dominicaine aussi, en Haïti aussi, et en Jamaïque aussi, ou moins qu'à Tobago quand même? Est-ce que c'est une Je pense récurrence? que, En fait?
Ouais, je pense que si on devait les mettre en ordre, donc de ces quatre zones-là, le moins corrompu, ce sera République dominicaine, Oui, ça, oui. qui arrive quand même à contrôler. D'ailleurs, ils sont en train de se faire énormément d'argent parce qu'ils ont trouvé, il y a du pétrole offshore de leur côté, donc légalement, ça leur appartient. C'est les Américains qui exploitent, hein, c'est pas eux, Mm. mais ils touchent quand même un pourcentage là-dessus. Et il y a énormément d'argent quand ça arrive en République dominicaine, donc on va voir s'ils arrivent à gérer le truc. Mm. Après, en dessous, je dirais, c'est difficile à dire, je Surtout dirais au niveau, enfin, je veux dire, voir Tobago. est-ce que c'est une récurrence en fait, c'est plutôt ça Bah, qui disons que m'intéresse. le plus dangereux et le plus difficile, c'est Haïti, de très loin, mais je Ouais. pense que ça, c'est vrai pour tout. Tobago et Jamaïque, c'est compliqué. Et bon, les République dominicaine, c'est eux qui s'en sortent le mieux, quand même, Mm. clairement. Ouais, donc il y a quand même de la corruption dans tous les services dès Il que la y drogue arrive. a, Voilà. il y a de la corruption. D'ailleurs, quand j'avais photographié ces endroits où ils font du crack, la police est intervenue et quand ils ont su que j'étais là avec un autre reporter, j'ai appris le lendemain, ils ont fermé toutes ces maisons de crack, mais ils savaient qu'elles étaient là depuis des années, ils n'avaient jamais rien fait. Mais, donc, c'est pas de la corruption, mais c'est là où tu t'aperçois que de temps en temps, ils font quelque chose en fonction d'un élément externe. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, je pense qu'on est bien déjà pour la description. On voit un peu la situation qu'on va aborder dans cet entretien, dans cette émission. Euh, j'ai envie d'aller plutôt dans la deuxième partie qui va être au niveau, aller plus en détail dans ce qui se passe réellement au niveau de la drogue dans ces pays-là, au niveau du système hein, qui est mis en place dans les pays. Alors, pour les rappeler, on va faire première partie Argentine et Brésil, donc surtout pour Mhm. voir au niveau des récurrences et faire peut-être des liens par rapport aux autres épisodes, aux anciens épisodes. Et la deuxième partie de pays qu'on va traiter, ça sera encore Haïti, République dominicaine, etc. D'ailleurs aussi, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas d'une part à nous poser des questions sur le chat. J'ai les yeux rivés dessus, donc n'hésitez pas. Et Romain, pardon, Jonathan parle depuis tout à l'heure de photos qu'il a fait dans les pays, notamment au Brésil. N'hésitez pas à aller sur son site. Il y en a beaucoup qui sont sur son site. Et c'est assez parlant. Pour le coup, ça fait mal parfois de voir ça. Donc voilà, c'est son travail. N'hésitez pas à le suivre. Au niveau des drogues, en Argentine et ou au Brésil, on en a un peu parlé. Qu'est-ce qu'on retrouve? Comme type de drogue? Voilà, Pour la consommation, enfin, c'est un peu les deux. les deux. Alors, pour l'Argentine, donc il y a marijuana toujours. Il y a une consommation de marijuana qui reste assez importante chez les jeunes. Et ça reste plutôt dans les milieux. L'Argentine, c'est un peu particulier, plutôt dans les milieux plus aisés, je dirais. Cocaïne, beaucoup à Buenos Aires, hein, d'ailleurs, ça c'est un ami qui m'avait parlé de ça, qui avait vécu là-bas pendant quelques temps, qui m'avait pas mal parlé. Ça se fait beaucoup. Cocaïne qui vient essentiellement, comme on le sait maintenant, de Colombie et Bolivie, moins Pérou. Pérou remonte plus vers l'Équateur et la côte Pacifique pour aller rejoindre les États-Unis par le Mexique. Donc c'est plus la cocaïne colombienne et probablement bolivienne. Donc, c'est beaucoup de ça. Après, il y a toujours une consommation de drogue style MDMA ou enfin, pour les soirées, des trucs comme ça se fait pas mal. C'est un peu plus en désuétude maintenant, comparé à ce que ça a été dans les années 90, 2000, où c'était vraiment très, très poussé, comme on l'a beaucoup vu en Europe, aux États-Unis, tout ce qui est les rave parties, des trucs comme ça. Donc là, c'est plus cocaïne. Par contre, la grande différence avec les États-Unis, il n'y a pas une culture de l'opiacé comme on trouve aux États-Unis. Donc ça reste vraiment une particularité américaine et canadienne, comme on avait parlé la dernière fois. Le Brésil, c'est tout, par contre. Amphétamine, crack pour les pauvres, héroïne, beaucoup. Ça, c'est plus pour les pauvres. Puis après, pour les milieux riches, comme je disais, c'est vraiment les drogues festives, donc cocaïne étant évidemment de très loin le plus utilisé. Et la kétamine aussi, pas mal au Brésil, surtout dans les milieux homosexuels. Dans les milieux Ouais. homosexuels, la kétamine se consomme énormément. Donc au Brésil, on peut se rendre compte que c'est un peu, soit c'est les milieux festifs, soit c'est vraiment les milieux plus pauvres dans les favelas, en gros.
grosso modo. Voilà, Voilà, c'est exactement. Et que c'est vraiment, par exemple, les pauvres ne feront pas de kétamine, c'est pas, ouais. ça les intéresse pas, ils seraient plutôt crack parce que c'est pas cher. L'héroïne, ça peut se trouver à pas trop cher. Et la cocaïne, de mauvaise qualité aussi. Et la marijuana, évidemment, se fume de manière Oui. de manière très commune. Donc ça, c'est pas anodin. D'accord, donc ouais, donc c'est plutôt oui, c'est vraiment 2 types de castes, je dirais, qui Un peu, utilisent ouais. c'est un peu une récurrence d'ailleurs, je m'en souviens de quelques pays qu'on avait traités déjà qui sont dans cette situation-là. Et Ouais, au au niveau d'Haïti, enfin du 2e bloc du coup de pays, des pays un peu plus ravagés, je dirais, est-ce qu'on retrouve la même utilisation, 2 castes différentes pour 2 utilisations différentes, ou c'est vraiment l'anarchie plus qu'autre chose? c'est beaucoup moins la consommation, parce que la très grande majorité de la population haïtienne est très pauvre, donc elle, son premier souci, c'est de manger et de vivre, de gagner de l'argent. La consommation de la drogue, par exemple les drogues chimiques comme la cocaïne, tout ça, se fait peut-être dans les milieux aisés, mais les Haïtiens sont pas vraiment connus pour ça. La Jamaïque, plus. Je pense que ça, c'est en partie lié au fait qu'il y a un rapport, il y a eu depuis des dizaines d'années, il y a un tourisme assez développé là-bas. Donc ça amène ce genre de consommation de drogue et il y a des rapports, des relations qui s'établissent entre les touristes et les locaux. Donc ça peut amener un certain nombre de Jamaïcains de faire ce genre de drogue. Les Jamaïcains, généralement, font de la marijuana pour des raisons culturelles. Pour les Mmh. fumer, c'est comme boire une bière pour nous. La République dominicaine, c'est un peu pareil, hein, c'est pas des grands consommateurs de drogue, mais quand même beaucoup plus que les Haïtiens. Et dans les milieux très pauvres, comme je disais, on retrouve le crack, évidemment, et ce genre de choses. Et Mmh. Tobago, il y a une assez grosse consommation. Il n'y a pas vraiment de chiffres très fiables, Ouais. c'est pas clair. Les gouvernements locaux ne cherchent pas vraiment ou n'ont pas vraiment les ressources pour essayer de savoir exactement combien de gens consomment. Et par rapport à la République dominicaine, est-ce qu'on on peut voir les touristes, par exemple, eux, en consommer, du coup? Oui, oui, Ouais, malheureusement, ça fait d'accord. partie du. Par exemple, si tu vas à Punta Cana, enfin, moi je l'ai vu parce que bon, parce que j'étais là, les gens viennent te voir, te demandent si tu veux de la cocaïne et tout comme ça, Ah oui. hein. Ouais, ouais, ça Ah se oui, fait d'accord. assez facilement. En Jamaïque, c'est exactement pareil. Haïti, non, parce qu'il n'y a pas de tourisme. Ouais. Et à Tobago, c'est pareil, hein. Donc les mecs, ils voient, ils sont pas cons, ils observent et puis ils vont voir, tu veux ça et ça. Moi, je dis toujours aux gens, c'est comme au Mexique, hein, on peut te le proposer et c'est des flics, hein. Donc si ils t'attrapent, tu vas en taule Ouais. directement. Puis bon, après, c'est, Oui, après, c'est- on voilà, verra ce qui va après, se ça se passer passe là-bas. virilement, ouais, exactement. Très bien, bon. Est-ce que, on peut relier, le système, du narcotrafic, brésilien et argentin à celui, par exemple, qui a été utilisé pour ravager Haïti, par exemple? Si on met de côté évidemment l'aspect consommation, mais vraiment sur l'aspect production et ou, heu, prolifération, je dirais, de ce système, est-ce qu'on peut faire des similitudes ou est-ce qu'il y a des différences d'ailleurs majeures entre les 2? Bah, au niveau du commerce illicite international de la drogue, tout est Ouais, connecté de toute manière. Donc, il y a des zones de production massive, comme au sud de la Colombie. Et à partir de là, les grands groupes criminels s'organisent. Ils savent qu'au Brésil, ils vont avoir plus ou moins besoin de ça comme drogue. d'accord. Et pour le Venezuela, par exemple, il y a une consommation, mais c'est plus une zone de transit. Donc tout est mesuré en pourcentage par rapport à ce qu'ils vont avoir besoin pour un pays, pour la consommation et pour le transit. Donc le Brésil, c'est vraiment plus pour la consommation, le Venezuela, c'est plus, ou l'Équateur, c'est plus pour le transit, donc des plus petits pourcentages pour la consommation. Donc il n'y a pas vraiment de différence par rapport, c'est plus des différences par rapport à la quantité, le style de drogue qui va être D'accord. exporté pour ces pays-là pour la consommation. Et après, le but ultime, évidemment, là où ils font vraiment de l'argent, c'est pas dans ces pays-là, c'est aux États-Unis et puis bon, au Canada. Enfin, pour eux, c'est la même chose, hein. États-Unis, Canada, c'est le même pays. Et surtout dans les habitudes de consommation et quelle caste sociale utilise quoi, c'est la même chose. D'accord, OK, bon et au niveau du mode opératoire, est-ce qu'il y a des différences ou pas du tout? Dans le mode opératoire pour
justement, au niveau du système dedans. Pardon. Oui, plus pour tout ce qui est moyen de transport. Ouais. Donc au nord de l'Argentine, c'est beaucoup de petits bateaux de pêcheurs, des radeaux, pas des Zodiacs, des trucs un peu comme ça. Le Brésil, c'est plus, par exemple, un des plus grands groupes criminels, brésiliens, ils appellent ça en français, ça se dirait le commando rouge, Red Command. Et eux, ils sont implantés un peu partout au Brésil et ils sont surtout dans les favelles. J'avais travaillé avec eux une fois à Rio. Et eux, ils font donc commerce d'armes de guerre ou de flingues et drogue. Ah Ça oui. va ensemble pour protéger ses allées, son business pour avoir des armes. Mais ils font aussi du kidnapping, ils font ce qu'on appelle du racketeering. Je ne connais pas très bien le mot en français. Le racket. Le racket, voilà exactement. Donc ça peut aller, tu vois un mec dans la rue, tu le chopes avec ton flingue et tu vas lui dire d'aller à la banque pour tirer de l'argent, ce genre de truc. Donc ils sont dans la prostitution, ils Ah oui. sont dans tout. Mais c'est pas un cartel, enfin, c'est plus des gangs, hein. C'est un peu différent au Brésil, ils sont moins puissants quand même. L'armée brésilienne reste quand même assez puissante. Donc il y a une différence par rapport à ça. Donc, eux, ils volent beaucoup de camions, par exemple. Donc sur la route, ils vont prendre les camions ou ils vont mettre la drogue dans ces camions-là et ça va se déplacer un peu partout au Brésil, jusqu'à Brasilia, Recife au nord, évidemment les zones au sud et ainsi de suite. Manaus, c'est plus dur d'accès, mais il y a pas mal de drogue quand même. Donc il y a des différences donc maritimes ou terrestres. Ouais. Et aussi, par exemple, le rapport que, par exemple, les groupes criminels mexicains ou colombiens ont avec les groupes criminels locaux. L'Argentine n'est pas vraiment connue au départ pour avoir des grands groupes criminels qui sont dans le commerce international. Mais quand tu vas à Rosario, il y a toujours eu des petits éléments criminels. Donc ces grands groupes colombiens ou mexicains se sont accoquinés avec des petits groupes locaux argentins D'accord. pour faire des deals et faciliter le business en fait. Donc ça, c'est un peu comme ça en Équateur aussi. Par contre, au Brésil, ils ont affaire à des organisations beaucoup plus lourdes et beaucoup mieux organisées et militairement assez puissantes, qui sont armées avec des armes de guerre assez impressionnantes. Ouais, c'est parfait parce que j'avais prévu d'en parler et la transition est toute trouvée. Donc au niveau de la forme, on a bien compris que voilà, le Brésil est un peu plus violent, hein, légèrement plus violent que l'Argentine. Et au niveau des plus petits pays, est-ce qu'on assiste vraiment à des pays cartélisés, comme je pourrais dire, des pays oui, cartélisés où la violence est partout en fait. Et on pourra faire un lien avec le fait que peut-être que la pauvreté de ces pays justement euh, va de pair avec cette cartélisation de ces pays-là. Alors pour les Caraïbes, c'est pas vraiment des cartels, c'est vraiment plus des gangs, Les gangs aussi, avec ouais. un petit bémol sur la Jamaïque, où en 2021, ils avaient arrêté un type, je ne me souviens plus le nom, qui lui était vraiment le boss de toute la drogue, la cocaïne en Argentine. Ils ont fini par l'attraper. Son nom, si vous me donnez une seconde, où est-ce qu'il est, je me souviens plus, ça va me revenir. Lui, c'était vraiment la tête de proue de tout ça, et ils l'ont attrapé. Mais les Américains le voulaient, donc l'État jamaïcain a été obligé, puis ils l'ont chopé. Donc il y a eu un moment qui s'est arrêté en 2021 où tu avais vraiment un groupe qui prenait vraiment le contrôle de tout ce qui est grande criminalité, grand banditisme, on va dire, pour la Jamaïque. Mais ça, c'est un peu l'exception. Haïti, il y a pas mal de groupes. J'avais travaillé avec un groupe, un gang qui est un des plus puissants, qui est tenu par un mec qui est assez connu maintenant, qui s'appelle Barbecue. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Enfin, son vrai nom, c'est Cerisier. Alors, je me suis renseigné, parce qu'on m'a demandé pourquoi on l'appelait barbecue. C'est pas parce qu'il cuisinait ses ennemis, parce que sa mère faisait des barbecues dans la rue pour vivre. Enfin, elle cuisinait de la viande. Donc, c'est pour ça qu'il l'appelle barbecue. Donc, c'était un peu plus sympathique que ce qu'on pensait. Donc, lui, il a probablement quelques centaines d'hommes sous ses ordres. Donc, il est assez puissant, mais il contrôle des quartiers. Il ne contrôle pas toute une ville ou c'est un peu plus bordélique. Et Tobago, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment des petits groupes, plus ou moins, qui ont des rapports avec les grands groupes criminels internationaux pour faire venir la drogue et la faire partir, tout comme ça. Ouais, donc à chaque fois, on voit que c'est globalement l'influence des immenses cartels mexicains et colombiens qui justement quelque part achètent les petits cartels locaux qui se développent, comme au Brésil d'ailleurs,
qui se sont développés. D'ailleurs, pourquoi le Brésil, à ton avis, s'est développé, enfin le cartel dont tu as parlé, le gang que tu as parlé au Brésil, pourquoi il s'est développé plus vite ou à une autre échelle que celui argentin, par exemple? Difficile à dire. Ouais. L'Argentine, traditionnellement, était plutôt un pays paisible, qui a pas trop eu. C'est un pays qui a avorté sa violence assez rapidement en détruisant quasiment tous les peuples indiens qu'il y avait. C'est pour ça que d'ailleurs on voit peu de métis en Argentine. Donc ces populations ont été éliminées par les Européens assez rapidement. Donc ça a été plus homogène dans ce sens-là. C'est un pays qui a été très riche dans les années 40, qui était un des sur son exportation de la viande ou de plein de choses. C'était un pays qui aurait pu devenir une grande puissance régionale et qui a pas, finalement n'est pas arrivé. Le Brésil a une expérience beaucoup plus fracturée. En partie, je pense, parce que l'environnement, la jungle, enfin, c'est un pays quand même très compliqué à contrôler. Et c'est un pays qui s'est beaucoup mélangé, mais qui est resté quand même assez divisé ethniquement sur pas mal de choses. On le voit beaucoup en Amazonie. Ils ont encore pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc, on le voit dans les. Je suis pas un spécialiste, il faudra demander, mais dans tout ce qui est les favelles, il y a jamais eu de grande union entre les différents castes sociales ou économiques pour essayer de monter ensemble. Et ça vient d'un élément historique qui est vrai pour toute l'Amérique latine et qui est la grande différence avec l'Amérique du Nord. Quand les gens demandent pourquoi est-ce que les Américains sont devenus une grande puissance unie, voilà, qui est en train de se désunir, mais qui l'a été, par rapport aux grands pays d'Amérique latine ou les pays d'Amérique latine en général, c'est pas que le fait que les États-Unis ont mis leurs sabots ou leurs grands pieds sur l'Amérique latine pour les contrôler. Il y a ça, mais c'est pas le début. La raison, c'est que quand les Espagnols et les Portugais ont commencé à prendre le contrôle d'Amérique latine, le Brésil en particulier, ils ont emmené avec eux des vieilles habitudes européennes qui est la grande tradition des latifundia, des grandes familles terriennes, et ne donnant en effet pas le droit aux petits paysans à la propriété du terrain. Donc c'est une espèce de serf médiéval d'une certaine manière. Oui. C'est vraiment resté comme ça, enfin, dans la mentalité. Les Anglo-Saxons étaient beaucoup plus intelligents. Ils ont donné des parcelles de terre aux plus pauvres, avec le droit de propriété qui est un des grands droits fondamentaux de la Constitution américaine, c'est que on te donne, tu as le droit de propriété et personne ne peut te la retirer. Tu peux te défendre contre l'État fédéral, toi-même, en cour de justice fédérale. Ça se fait, des trucs comme ça. Il n'y a pas eu ça en Amérique latine et ça a été, à mon avis, une des grandes divergences qu'il y a eu. Et on le voit, par exemple, à Recife, qui est tout au nord, hein, sur la Mhm. côte, est tenu par une famille brésilienne, entièrement. D'accord. C'est comme ça, c'est leur fief. Et je pense que ça a énormément contribué au fait que les pays d'Amérique latine sont restés des pays très corrompus, dans le sens traditionnel du terme. L'Amérique est un pays très corrompu, mais différemment. En tout cas, on peut se battre contre. L'Amérique latine, c'est très compliqué. Et donc, il y a ce côté vraiment très, très morcelé. D'ailleurs, Pierre-Yves parle de la brésilianisation de la France avec vos quartiers. C'est un peu ça, hein. C'est une Mhm. espèce de séparation. Donc, on le voit beaucoup au Brésil pour cette raison. D'accord, bah écoute, c'est très bien. C'est vrai que ça a l'air plus facile, en tout cas, de corrompre une famille plutôt que de corrompre un système plus complexe comme aux États-Unis. Ouais. Donc c'est vrai que bon, pour prendre contrôle d'un territoire, ça a l'air plus facile. Euh, à un niveau plus global, est-ce qu'on pourrait résumer la chose en disant que un pays qui a des organisations criminelles fortes euh, veut dire qu'il a une armée faible? Est-ce que c'est possible de résumer comme ça ou pas, à ton avis? Pour le Brésil, non. Parce que l'armée brésilienne, après l'armée colombienne, est probablement la meilleure armée d'Amérique latine, de très loin. Mhm. L'armée D'accord. colombienne, parce que bon, elle se bat depuis 50 ans, donc il y a l'expérience. Ou plus d'ailleurs. L'armée brésilienne est quand même assez puissante. J'ai travaillé beaucoup avec les bataillons de la police militaire. Ils sont quand même assez violents, ils sont motivés. Ils sont pas forcément les mieux armés. D'accord. Mais bon, ça a pas mal changé quand même. L'armée argentine, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Ben, pas grand-chose. C'est pas génial. Peut-être une armée de l'air qui est pas trop mal, une marine de guerre, mais bon, ça leur sert. Bon, sur la terre, ça leur sert à rien. Enfin bon.
Mm. Donc à Rosario, par exemple, ils ont pas mal de problèmes pour gérer ce genre de choses. Les Brésiliens essayent, mais ça reste quand même très, comme des résultats très mitigés. Et puis bon, il n'y a pas d'armée à Haïti. Enfin, donc, Oui. il y a rien du tout, quoi. D'ailleurs, quand ils font le coup de feu avec les gangs, ils se cachent. Enfin, ça se passe mal pour eux souvent. Ah oui, d'accord. Tobago, je ne sais même pas s'ils ont quoi que ce soit. République dominicaine a une armée qui est pas mal. Enfin, qui est pas mal pour elle sert à ce qu'elle sert. C'est pas une armée Qu'est-ce qui me fonctionnait? voilà. Mais ils ont quelque chose quand même pour contrôler le pays. La Jamaïque a quelques unités, des trucs comme ça, mais rien de très, très sérieux. Donc, est-ce que donc dans les pays qui ont pas ou peu d'armées, est-ce qu'il y a d'autres types de politiques qui sont mises en place justement pour contrer, pour lutter contre cette prolifération? Bah, comme tout le monde le sait maintenant, c'est deux grands piliers, hein. C'est évidemment la consommation qui pousse à Mhm. cette exportation, à cette production effarante. Les Américains, comme j'avais expliqué dans le premier épisode, se droguent énormément. On pense que maintenant, selon les chiffres de la CDC, c'est qu'il y aurait 12 à 15% de la population américaine qui se drogue, qui utilise de la drogue dure de manière presque quotidienne. C'est énorme. Ça, c'est jamais arrivé auparavant, donc puis c'est de pire en pire. Et puis après, il y a les opiacés. Enfin, il y a toute une panoplie de drogues qu'on Ouais, peut utiliser. Les Canadiens, c'est pareil. Les Mexicains, pas trop, mais de plus en plus. Donc il y a une telle demande et puis il y a tellement d'argent à faire que bon, ben, tant que la demande est là. Après, si on veut se battre et vraiment faire quelque chose et aller et détruire ces cartels ou ces éléments criminels, très bien, on peut le faire, mais il faut que la baisse de la consommation suive derrière. C'est un peu comme un barrage, hein. Si tu fais pas l'un, l'autre monte. Enfin, il faut que les deux soient faits de manière conjointement. mais est-ce que concrètement, il y a eu des politiques de protectionnisme, j'en sais rien, qui ont été mises en place, et ou même une coopération entre différents États pour, je sais pas, avoir une armée conjointe, ou en tout cas des programmes conjoints, afin d'aider, ou je sais pas, des subventions conjointes, je sais pas, qui ont été allouées. Est-ce qu'il y a des choses concrètes comme ça qui ont été développées? Bah, le grand exemple, c'est la Colombie, sous Uribe, hein. Mhm. Les Américains ont arrosé de financement l'armée colombienne en équipement, en entraînement pour que l'armée colombienne puisse. Et c'est venu à un prix, parce que quand même des sales guerres, ces trucs-là, mais ils ont quand même bien laminé, c'est le FARC, tous ces gens-là, ils ont été quand même beaucoup détruits. Donc oui, après, il y a les autorités fédérales comme le DEA ou la CIA, des choses comme ça, qui, oui, aident ou qui financent ou qui essayent ou qui donnent des informations, qui en prennent. C'est pas être au Mexique. Au Brésil, il y a eu une grande collaboration qui est plus trop le cas maintenant entre le DEA et puis les différentes autorités brésiliennes fédérales qui se battent contre la drogue. Donc il y a ça. D'accord. Est-ce que ça suffit? Bah, pour El Chapo, par exemple, au Mexique, les Américains ont trouvé où il était et puis ils ont forcé les Mexicains à le faire exporter aux États-Unis pour qu'il meure en prison aux États-Unis, parce qu'au Mexique, ils ne pouvaient pas faire confiance. D'ailleurs, il s'était échappé dans une histoire complètement incroyable. On devrait faire un film là-dessus, après, ils le feront peut-être. Je crois qu'ils ont fait une série d'ailleurs sur El Chapo. Enfin, bon. Oui. Oui, oui, en effet. Et donc, si, il y a quand même pas mal de collaborations. Après, est-ce que ça suffit? Non. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait, à ton avis, pour éradiquer tout ça, par exemple au Brésil? Voilà, un sujet très compliqué. Au Brésil, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est vrai Elle est que pas facile, celle-là. Le Brésil, c'est d'une complexité. Ah bah oui. Euh, c'est le monde moderne dans lequel on vit et il est ce qu'il est. Les gens aiment se droguer. Enfin, Ouais. j'avais entendu à la télé quelqu'un qui disait que les gens se droguent depuis la nuit des temps. C'est faux. C'est des imbécilités de dire ça. Mais Mm. la réalité, c'est que depuis les années 60, 70, le monde se drogue de plus en plus. Et c'est comme ça, pour des raisons diverses et variées. Mais il faudrait changer. Il faudrait que la chose la plus dure à changer, c'est ce que les gens ont à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est leur mentalité. Donc après, est-ce que tu pourrais rééduquer les petits Ouais. pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas se droguer et que c'est pas bien et que mais à ce moment-là, il faudrait les protéger d'une certaine manière de beaucoup de nos films ou des choses qu'on produit
pour l'international qui traite beaucoup de ces choses-là. Je dis pas tout, hein, mais c'est quand même très... Et par exemple, quand on regarde une série comme Narcos, la manière dont elle est faite, c'est cool presque. Tu as Mm. l'impression que bon, c'est très bien fait, hein, c'est très bien produit, il y a les bons acteurs, bon, ça très bien. Mais les conséquences, moi je me souviens, on est dans les zones de cartel au nord du Mexique et dans une petite ville, entièrement tenue par un cartel d'ailleurs, et puis on avait parlé aux petits, et puis on leur demandait aux gamins qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, et à 100%, ils nous disent qu'ils veulent être sicarios. Ouais. Alors, ils veulent être ça parce ils baignent dans ce milieu-là. Et les mecs, ils voient, ils ont le fric, les nanas, les belles bagnoles. Donc bon, quand t'es jeune, t'es impressionnable. Mais il n'y a pas que ça. Ils regardaient aussi Netflix. On leur avait demandé. Donc il y a aussi une influence par rapport à ça. Donc si on veut vraiment changer les choses, il faut repenser un peu la société par rapport à Ouais. comment dire, notre penchant pour les choses un peu sombres, on va dire. Mais est-ce que justement, ce penchant pour les choses un peu sombres, c'est pas, je dirais pas uniquement, mais pas loin, dû au confort en fait qu'on a depuis les années 60 en fait. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On est beaucoup plus confortable dans nos vies de tous les jours. Est-ce que ça peut être lié à ça, à ton avis? Oui, je pense que, bon, je fais un peu une généralité, je simplifie Oui. beaucoup, mais quand on vit dans une société où la religion n'a plus vraiment enfin, en Europe occidentale en particulier, et puis aux États-Unis de plus en plus, pas partout, peut-être la moitié de la population maintenant, bah, c'est remplacé, il faut que les gens se raccrochent à quelque chose d'autre et remplacent. Et le entertainment, c'est pratique pour ça et c'est facile. Comme c'est visuel, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste se laisser un peu porter. Et donc, je pense que c'est des remplacements qui sont des remplacements à très court terme. À long terme, ça crée des affaissements dans la société assez importants. Ou, par exemple, dans les années 60, un des grands mythes qui est resté jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire aux États-Unis que les années 50, c'était chiant. Les gens s'emmerdaient. Ça n'a pas de sens de dire ça. C'est ce qu'on nous a fait croire et c'est resté encore aujourd'hui. Bah, tu avais ton boulot, tu achetais ta petite maison, tu avais ton club, ta voiture. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté un peu plan-plan, routine, tout ça, très bien. Mais les gens n'étaient pas plus malheureux avant, ils étaient probablement plus heureux avant que maintenant. Peut-être parce qu'ils se posaient moins de questions. Mais je pense que pour la très grande majorité de ces gens-là, la classe moyenne en particulier, tu leur demandais s'ils devaient se droguer, ils allaient te dire non, quoi. Ouais. Maintenant, évidemment, ces choses ont beaucoup changé. Ok, bah effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Euh, ouais. Bon, restons forts, hein, restons forts, voilà. Et tenons-nous à l'écart de tout ça. Avant de passer aux questions du public, d'ailleurs, je me permets de rappeler, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on va les prendre dans 5 minutes, quelque chose comme ça. Petit rappel aussi, le livre de Jonathan est toujours disponible sur son site internet. Donc notez sur votre navigateur Jonathan Alperi. Euh, et c'est le premier site qui vous sort. Donc voilà, n'hésitez pas. Le livre de Jonathan sur les conflits qu'il a couverts dans le monde entier. Et en particulier les guerres de la drogue. D'ailleurs, Jonathan est en train d'écrire un autre livre, un nouveau livre, vraiment axé sur les guerres de la drogue. Donc si ce sujet vous intéresse, restez connecté à son actualité, parce que quelque chose va arriver très rapidement. Dernier petit point, je voudrais parler surtout de l'impact socio-économique qu'a eu la drogue dans ces pays. Bon, je pense qu'il y a beaucoup à dire en faisant une petite rétrospective au niveau d'Haïti, notamment, qui est totalement ravagée à cause de ça. Qu'est-ce que ça a changé, par exemple, à Haïti, la drogue, quand elle est arrivée? Alors, c'est une des raisons pourquoi Haïti est un État qui n'existe plus. Il y a pas mal de raisons. On parlait de la démographie, un État très corrompu, et puis aucune ressource. Enfin, il y a pas mal de choses. La drogue s'est rajoutée Ouais, c'est un à terreau, en fait. ça et a permis de financer un certain nombre d'éléments criminels pour acheter des armes ou s'enrichir, et ainsi de suite. Bref. Pour Haïti, c'est moins, comme je disais tout à l'heure, c'est moins la consommation. Donc, ça, c'est dans un Tobago, on pourra parler de ça si vous voulez. C'est plus par rapport à le pourrissement de la mentalité d'un Ouais. certain nombre de gens qui, à travers l'appât du gain facile, ils risquent leur peau, mais enfin, on se comprend. Ils n'ont pas à travailler dans une pompe à essence à 5 dollars la journée, quoi. C'est ça. Et donc, ça a pourri vraiment
un certain nombre de personnes. Et comme ce que je décrivais au Mexique, tu as une jeunesse, une partie de la jeunesse qui voit ça, qui habite dans ces quartiers comme Martissan, qui est le grand quartier entièrement tenu je crois que ce sont deux, trois groupes qui tiennent. Alors, enfin, c'est pas, d'ailleurs, c'est marrant parce que enfin, moi, je faisais ça, enfin, c'était drôle. Moi, je faisais ça tous les jours, c'était assez dangereux. C'est une grande route pour arriver de l'ouest de Port-au-Prince et un quartier de chaque côté, c'est Martissan. Et les deux côtés sont tenus par des groupes différents et régulièrement, ils se tapent dessus à la mitraillette et tout. Donc, quand tu passes, bah, bon, Ah oui, d'accord. ouais, non, non, puis de temps en Ah temps, oui, ils d'accord. bloquent la Sympa. route. Ils bloquent la route et c'est la seule route pour arriver par l'ouest pour Port-au-Prince. Et s'il la bloque, tu peux pas rentrer dans la capitale. Et une fois, je crois que quelques mois avant que j'arrive, il l'avait bloqué pendant 3 semaines. Donc, D'accord, on ouais. peut plus passer, on peut plus rentrer chez toi. Donc Ouais. voilà. Donc la drogue alimente ce genre de comportement, bien entendu, par rapport à l'appât du gain, pas forcément par rapport à la consommation. Et les cartels mexicains ou colombiens savent très bien ce que l'argent peut faire aux gens, surtout quand ils en ont pas. Et leur proposer, d'ailleurs, tu n'as pas besoin de leur proposer énormément, tu leur proposes 5, 10 000 dollars, un truc comme ça, pour eux, c'est rien. Et les mecs, ils prennent tout de suite, et tout de suite, c'est énormément d'argent. Donc il y a vraiment un problème par rapport à ça. Et pour changer ce genre de mentalité, à mon avis, c'est pas possible. Eux, c'est déjà trop tard, il faut que cette génération passe, mais il faut protéger celle qui commence, les D'accord. petits. Je crois qu'il y a une coupure à faire. Tu peux pas essayer de sauver eux, je pense que c'est trop tard, et il faut sauver ceux qui vont arriver, qui vont venir jeunes adolescents dans les années qui viennent. Donc toi, tu laisserais carrément tomber une génération sans rien faire, je dirais. Moi, c'est ce que je pense de plus en plus. Je suis pas le seul à le penser. Ouais, Non, je parle pas mal de ça, parce que là, on est vraiment dans le civilisationnel, générationnel, vraiment dans la grande idée. C'est de dire est-ce que c'est sauvable? Alors peut-être certaines personnes, et d'ailleurs je donnerai un chiffre qui est très simple. Les gens qui sont addicts aux drogues dures aux États-Unis, il n'y a que entre 2 et 5% d'entre eux qui s'en sortent. C'est tout. ah oui, Donc ça, c'est des chiffres qui sont repris par absolument tout le monde. C'est par rapport au nombre de morts qu'il y a et ceux qui continuent à se droguer, qui éventuellement meurent, et ceux qui arrivent à plus se droguer, mais qui passent le restant de leur jour à se battre pour pas retomber dans la drogue. Parce que c'est ça aussi. Un certain nombre de personnes que j'ai photographiées ou que j'ai interviewées qui étaient des anciens camés, ils te disent tous les jours est un combat. C'est avoir un démon à l'arrière de son esprit qui constamment te rappelle, qui te rappelle. Parce que quand l'addiction est d'une telle puissance que ton cerveau enfin, a été changé pour toujours ouais. et restera toujours attiré par un retour vers la drogue. Parce que donc, c'est pour ça que la religion, là, est importante. Un certain nombre de ces gens qui ont arrêté de se droguer, c'est parce qu'ils ont trouvé Jésus ou Dieu. Et pas mal d'entre eux. Alors pour certains, ça va faire rigoler, hein, on les connaît. Hein. Hmm. Hein, dans les milieux parisiens, tout ça, qui estiment que la religion, ça veut rien dire, c'est de la connerie. Ils devraient aller parler à ces pauvres gens qui s'en sont sortis grâce à ça, justement. On peut ne pas Hmm. croire en Dieu, ça, c'est un choix personnel. Mais avoir la foi, c'est quand même ça peut être très important. D'accord, donc on pourrait dire que c'est en fait quand la drogue rencontre un terreau particulièrement fertile pour son développement sur un territoire entier, eh bien ça prend feu, quoi, ça prolifère. Oui, c'est ce qui s'est passé avec les opiacés aux États-Unis. Ils les ont Oui. déversés par milliards de pilules dans les zones pauvres, blanches. Hmm. Hein, pour pas être accusé de racisme. Les Noirs, eux, ils ont le droit au crack, à l'héroïne. Hein. Chacun son poison. Mais Ouais. non, mais le racisme, il est essentiellement Ouais. chez les progressistes. Hein. Il n'est pas chez les conservateurs, contrairement à ce que les gens pensent. Et Oui, pareil ici. ouais, ça, aux États-Unis, c'est très flagrant d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Hein. Et c'est là où on voit que la propagande et le mensonge dans les idées pourrit le cerveau des gens. C'est des gens qui venaient de petites villes, il n'y avait plus d'industrie, il n'y avait plus rien, ils se tournaient les pouces, tout ça. Une époque, ben, quand ça arrivait, avant, ben, les gens joignaient l'armée. C'est vrai, ça faisait beaucoup. C'est la pauvreté, les petits bourgs anglais au 19e siècle, ben, s'ils ne savaient pas quoi faire, ben, ils allaient rejoindre l'armée coloniale. Donc ça leur donnait un nouveau souffle. Alors, non, c'était risqué, hein, mais
Donc, comme maintenant c'est une armée de professionnels, donc il n'y a plus d'appelés, au lieu, peut-être, on aurait peut-être dû ne pas retirer le service militaire pour au moins avoir un certain pourcentage de ces gens-là, leur donner comme une structure et puis après, ils font ce qu'ils veulent après. Ils veulent joindre l'armée ou ils veulent aller dans le civil, c'est un problème. Mais je pense que ça aurait sauvé beaucoup de vies si on avait fait ça. D'accord, eh bien, je pense qu'on a été assez clair sur ces pays-là. Voilà, hein, de toute façon, ce sont toujours à peu près les mêmes lois, c'est ce que je m'efforce en tout cas de faire dire à Jonathan. On voit globalement les mêmes lois qui arrivent en corruption pour l'arrivée sur le territoire, et ensuite ça rencontre un terreau particulièrement fertile, une population généralement pauvre ou le milieu de la fête, c'est globalement ça. Et lorsque le pays n'a pas une structure assez forte, tu me dis si je me trompe, hein, Jonathan, mais si le pays n'est pas assez fort, eh bien, Haïti, ça devient un État complètement vitrifié par le narcotrafic, etc., quoi. Mais c'est comme les théories sur la guerre civile, hein, si Oui. un État faible appelle à la guerre civile. Il y a des éléments externes qui en profitent, qui s'infilent dans les brèches. Et là, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Eh bien, c'est parfait. Je vais prendre du coup totalement les questions du public dans l'ordre. Première question de QTCH 1995. Jonathan s'est-il intéressé au trafic de drogue en Iran comme lieu de consommation et de passage? Alors, je connais beaucoup moins, évidemment. Est-ce que les Iraniens se droguent peut-être dans les milieux un peu plus aisés à Téhéran, des choses comme ça? Mais bon, ça, il faudra demander à quelqu'un de plus spécialisé. Mais Ouais. c'est plus une zone de transit, hein. En tout cas, ce qui est sûr, avec l'Afghanistan, bien entendu, pour l'opium. Mais par contre, là-bas, s'ils t'attrapent avec ça, c'est pendaison directe, hein. Ah oui. Ouais, ouais, il y avait eu un très bon documentaire qui avait été fait là-dessus par un journaliste d'origine iranienne mais américain et qui avait eu accès à des opérations avec la police ou des unités militaires iraniennes où ils se faisaient embusquer dans les montagnes, ou pardon, ils embusquaient dans les montagnes des mecs en bagnole qui apportaient des kilos d'héroïne et trucs comme ça. Et les mecs se sont défendus à la mitraille, qui savaient qu'ils allaient être exécutés et ils sont tous morts au bord de la route. Donc ça se passe pas mal comme ça. Donc ils ont une approche beaucoup plus rigoriste, comme en Asie du Sud-Est, hein. D'ailleurs, quand on arrive, je crois que c'est à Bangkok, on vous dit, hein, vous droguez pas ou vous transportez pas de drogue, sinon c'est bon pour vous. Et bon, les prisons ont toujours été remplies d'Occidentaux qui sont allés faire les cons là-bas. Pourtant, ils sont prévenus, hein. Se droguer chez soi, c'est une chose. Se droguer dans un pays qui n'est pas le tien et qui a des lois très strictes sur la drogue, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens quand ils vont au Mexique, parce qu'ils vont pour s'amuser. Vous faites pas attraper au Mexique en train de faire l'imbécile, parce que ça peut être jusqu'à 2 ans en tôle avant de voir un juge, en tant qu'étranger. Ah oui, 2 ans d'accord. dans une prison mexicaine, bonne chance, hein. Parce qu'en plus, ils vous nourrissent pas, hein, dans les prisons mexicaines, hein. C'est la famille. Ta famille vient te nourrir. Ça se passe comme ça. Donc, si tu peux pas être nourri, ben, tu fais quoi? Ben, tu fais le tapin, tu vas tuer quelqu'un pour un groupe, n'importe quoi. Ou tu peux payer beaucoup d'argent, mais bon, les Mexicains en ont marre aussi que les gens viennent se droguer, tout comme Ouais. ça. Donc, c'est à bon entendeur, salut, hein. Bon, question sauvagerie, on va continuer là-dessus. Question de Chando. J'ai entendu récemment qu'à Haïti, il y avait eu des histoires de lynchage de kidnappeurs par des civils. Est-ce qu'il y a un lien avec le trafic de drogue? Bah, oui et non. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, les gens en ont marre parce que c'est invivable. Donc, en effet, ils ont chopé des types et les mecs se sont fait absolument. D'ailleurs, quand c'est arrivé, ils ont. Alors ça, c'est plutôt les gangs qui avaient fait ça. Ils ont tué 2 photographes locaux, puis ils ont brûlé les corps. Enfin, il y a des horreurs. Quand ils s'y mettent, c'est particulier. Est-ce qu'il y a un rapport avec la drogue? Non. C'est plus un effet général d'un bordel général dans le pays. Mais oui, parce que ces gangs traitent avec la drogue et tout le monde le sait. Donc ils s'enrichissent sur des choses comme ça et sur les armes. Donc c'est pas directement lié, c'est plutôt indirectement lié. D'accord, très bien, très clair. Infidèle666 nous demande s'il existe des liens entre l'arrivée de Sarkozy au pouvoir et le prix de la cocaïne qui s'est vu divisé par deux dans la rue. Je sais pas, plus sous Macron, non? Euh,
Bah, oui, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties sous Chirac aussi apparemment, qui aimait bien, pour tenir le coup. Mais de toute manière, dans les milieux, aisés parisiens, Oui. que ce soit la publicité dans les années 80, ils faisaient tous de la cocaïne, hein, c'était le truc, c'est comme ça. C'est très incestuel, le côté assez pourri et sale, mais ça, c'est le milieu parisien. Heu et hem et donc, non, je pense pas. Enfin, je veux dire, est-ce que lui en faisait personnellement? Il paraît, ça je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans ces milieux festifs parisiens, ça se fait énormément, donc mais Ouais. de manière générale, le prix de la cocaïne a baissé depuis les années 80, de manière générale. D'ailleurs, ce sont les mêmes cercles parisiens qui se moquent de la fin de la religion dans les mœurs des peuples dont Mais on vous parlait tout à l'heure, savez, hein. quand on est en fin de course, en fin de civilisation, hein, on a des exemples, très véridiques, Ah à oui. Berlin en 45. Quand les Russes étaient à 500 mètres du centre-ville, tu avais des partous générales, dans l'armée allemande, des grands officiers, des trucs comme ceci, hein. Des Bah oui. grandes fêtes, bon, c'était la fin du monde, donc autant s'envoyer en l'air. C'est un peu ça. Ça fait un peu fin de monde, quoi. Oui, bon, ça ne prête pas vraiment à l'optimisme, tout ça. Bon. Petite question de L4CHDANAN. On a un peu répondu à ça la dernière fois, mais sous une forme différente. Quels arguments as-tu contre ceux qui demandent la légalisation de drogue? Alors, j'ai un argument, j'en ai un et qui on en avait parlé en effet, c'est la légalisation de la marijuana qui au début, j'étais plutôt un peu indifférent, puis après, j'ai vraiment commencé à me plonger dans cette histoire-là. Et donc, pour répondre à cette personne, c'est assez simple. Donc, la légalisation de la marijuana est faite d'État à État. C'est pas une loi fédérale. Tu peux pas te Ok. balader avec 20 grammes de marijuana d'un État à l'autre. Là, tu peux te faire des emmerdes, te faire arrêter. Par contre, dans l'État qui est légal, tu peux. Le problème, donc, la légalisation de la marijuana ne fonctionne pas par rapport à ce qu'il voulait. Donc, c'est lever d'impôts. Oui, il lève des impôts, mais c'est pas autant que ça. Enfin, comparé à notre dette nationale, c'est vraiment, enfin bon, c'est une goutte d'eau, une demi-goutte d'eau dans l'océan. Ouais. Euh, les gens qui produisent légalement la marijuana aux États-Unis, donc par exemple au Colorado, en Californie en particulier, dans le Maine, beaucoup moins parce que c'est plus une production locale et donc beaucoup plus contrôlé. D'ailleurs, ils le gèrent pas trop mal et de meilleure qualité. Ces gens sont hyper taxés par l'État fédéral. Donc, leur profit est pas énorme et les régulations sont intenses. Donc, non seulement il faut suivre tout un suivi de protocole, ce qui coûte très cher, donc des investissements et ainsi de suite. Et après, il faut payer des impôts très lourds. Les cartels mexicains de Sinaloa en particulier a très bien vu ça et a commencé à produire en Californie, dans le nord en particulier, dans le county de Mendocino, Acria et Humboldt, qui eux aussi produisent légalement. Hein, il y a aussi des groupes autochtones qui produisent des Américains. Mm. Les cartels mexicains, eux, maintenant produisent tellement de marijuana illégale en Californie qu'ils sont en train de se faire entre 6 à 9 milliards de dollars par an juste pour la marijuana, juste pour la Californie. Donc ils ont complètement inondé le marché à un tel point que même dans l'État de New York qui a légalisé la marijuana, bon, c'est encore en phase, les magasins s'ouvrent, tout ça, ils savent plus d'où vient la marijuana. Ils ne savent pas si la marijuana vient de ce qui est illégal et de ce qui est légal. Et comme les cartels mexicains, évidemment, ne payent pas d'impôts et n'ont pas ces restrictions, et puis ils sont hyper violents et ils intimident, et ils sont hyper organisés, ils savent comment bouger la drogue d'un endroit à l'autre, eh ben, les petits producteurs de Californie, de Colorado, tout ça, c'est tombé. Donc maintenant, il y a plein d'exemples. D'ailleurs, j'en connais personnellement, de gens qui achètent de la marijuana à New York et qui étaient très malades en la fumant. Ils savent pas ce qu'il y avait dedans. Ouais, Ouais. donc voilà, donc c'est un bordel général. Donc la réponse est non. À ce moment-là, s'il fallait légaliser, il fallait pas les taxer, ou très peu, les réglementer très bien, mais à ce moment-là, il fallait pas les taxer. Donc finalement, c'était qu'une question de gros sous, comme toujours avec les démocrates, hein, leur soi-disant Oui. vertu morale, voilà, mais derrière, il y a l'argent, comme toujours. Mm. Et donc, c'est un échec cuisant, et les cartels mexicains sont en train de se faire des coups en or. Bon, très bien. Bon, ça ne prête toujours pas à l'optimisme, mon Dieu. Dernière question, bah, je viens de dire mon Dieu. Dernière question de Chando. Pensez-vous que la religion est une alternative à la drogue? On en a déjà un peu parlé, mais est-ce que
c'est une sorte de, comment dire, d'échappatoire qui doit être nécessaire si on veut sortir de la drogue. Ah, c'est une question qui mériterait Bien sûr, évidemment. toute une série, même rigueur. Bon, moi, je suis quelqu'un de croyant, donc moi, c'est mon choix personnel, hein, comme dirait l'autre, mais comme je disais tout à l'heure, pas mal de gens qui s'en sont sortis ont trouvé la foi et ça les aide énormément. En ce sens-là, oui, c'est très utile. Alors, je ne dis pas ça dans le côté marxiste du terme, la religion, l'opium du peuple, c'est pas ce que je pense, moi, personnellement. Je pense que ça, c'est très grossier de penser ça. C'est très général et c'est beaucoup plus complexe. Après, la religion est une alternative pour beaucoup de choses. La religion, c'est pas uniquement la foi, c'est aussi comment on mène sa vie, comment est-ce qu'on traite les femmes, comment est-ce qu'on son rapport à l'argent, au profit, tout, c'est au quotidien. C'est ça aussi la religion. C'est pas uniquement la vie, penser qu'il y a quelque chose après la mort ou qu'il y a un Dieu ou ainsi de suite. Mais donc je pense que ça c'est fondamental et je pense que les gens qui rigolent de ça et qui trouvent ça ridicule se trompent. Mmh. Parce qu'avoir la foi, c'est quand même quelque chose d'assez beau et quelque chose de pas facile. C'est beaucoup plus dur de l'avoir et de vraiment vivre avec ça qu'aller faire le kéké comme publicitaire à Paris, je sais pas, dans une boîte de nuit dans les années 80, quoi. Ouais, effectivement. Bon, très bien. Nouvelle question de Telcrane 782. Bonsoir, y a-t-il des pays qui ont fait baisser la consommation de drogue? En Occident, bon, je peux en parler d'Occident. Je crois pas. Ça n'existe pas? Alors peut-être, il y a peut-être deux exceptions. Ça serait la Hollande et la Suisse. Je pense à eux parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant les années 80-90, Zurich, ils avaient utilisé Zurich comme où tous les drogués venaient se calmer dans ce parc-là. Mmh. C'était une expérimentation en disant si on leur donne la possibilité de se piquer proprement, en fait, ça a créé un bordel général. Il y a eu plein de morts, ça a été enfin, ça a tout. Donc ils ont arrêté. Et à Amsterdam, en Hollande, ils sont revenus sur pas mal de ces choses-là aussi. Quand on voit Amsterdam dans les années 90 et maintenant, les Hollandais ont vachement plus serré les vis, notamment sur les drogues dures, le crack et l'héroïne en particulier, cocaïne. Et ça, il y avait des rues où les gens pouvaient se calmer comme ça dehors sans problème. Mais ça, ils ont arrêté quand même. D'accord, eh bien, très bien. Je pense que c'est le mot de la fin, hein. Dans tous les cas, voilà, je pense qu'on a été assez clair sur les sujets qu'on voulait aborder. Je viens de trouver pour le spectateur qui nous a demandé la question sur la légalisation. J'ai trouvé un livre, je crois qu'on a édité au Cercle, qui s'appelle Cannabis, vous avez droit à la vérité, dans lequel il y a un gros paragraphe entier sur le fait de la légalisation, pourquoi il ne faudrait pas légaliser. Et donc il y détaille tous les arguments, je crois qu'il a 15 ou 20 arguments, et qui sont globalement les mêmes que Jonathan a utilisés pour la plupart. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas. Cannabis, vous avez droit à la vérité, de Serge Le Bigot, avec un T à la fin. OT à la fin. Donc voilà. Jonathan, je pense on en a fini. As-tu un mot de la fin? Juste une petite parenthèse, de temps en temps, je lis un peu les commentaires des gens sur mes présentations et j'ai remarqué qu'il y a toujours quelques personnes qui me critiquent et qui me disent que je devrais aller sur le terrain pour voir ce qui se passe. Alors je réponds à ces gens, avant de raconter des imbécilités sur les réseaux sociaux avec des noms cachés, d'ailleurs sans savoir qui c'est, parce que moi au moins on me connaît, je me cache pas, comme vous, hein, on ne se cache pas derrière des pseudonymes. C'est peut-être regarder un peu mon parcours au lieu de raconter des imbécilités comme ça. Et j'ai remarqué un certain nombre de gens qui disent ça, je trouve ça assez rigolo. Ça veut bien dire ils écoutent pas ce qu'on dit et ils sont dans l'émotion au lieu d'être dans la raison. Donc peut-être réfléchir à deux fois, d'écrire des conneries. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la fin. Si ces personnes sont sur le live ou sur YouTube d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site de Jonathan Alperi pour voir les photos qui ont été faites et les livres. Le livre pardon, qui est sur le site, le livre qui va prochainement arriver sur les gardes de la drogue, vous verrez bien que Jonathan va sur le terrain. Ça, ce n'est pas un souci. Je vois qu'il y a une petite question qui est intéressante là sur la Turquie. La Turquie a-t-elle toujours un rôle dans le trafic de drogue comme c'était le cas au début du XXe siècle?
pense qu'avec Erdogan, alors ça je connais vraiment mal, mais ce que Ouais, je sais, pareil. c'est qu'avec Erdogan, il a dû pas mal sévir. C'est quand même quelqu'un assez rigoriste là-dessus, hein, par rapport à sa relation avec l'islam en particulier, comme très anti-drogue, donc ça c'est un bon côté. Donc je pense que, mais la Turquie a toujours été très sévère. D'ailleurs, ils avaient fait un grand film là-dessus, un Midnight Express là-dessus, Mm. où le type a passé 9 ans, parce qu'il avait tout le hashish attaché sur son ventre. Donc en Turquie, ils ont toujours été très durs sur le trafic de la drogue. Est-ce qu'il y a un commerce? Oui, évidemment, à part l'Afghanistan, la Turquie fait partie d'une des zones pour faire venir cette héroïne vers l'Europe. D'accord, eh bien, je pense qu'on en a fini. Merci beaucoup à toi, Jonathan, d'avoir été là ce soir. Merci. Merci à toutes les personnes, donc Noximus notamment, qui s'est abonné avec le Prime, ton 8e mois, décidément. Merci à toi, Noximus. Merci à vous d'avoir été présents. N'oubliez pas de vous sub pour nous aider toujours au quotidien. C'est la manière, comme je le dis d'habitude, la plus directe de nous soutenir. Rendez-vous aussi sur le site du Cercle pour voir les rendez-vous du lundi, donc au niveau de l'actualité de nos conférences, et aussi les livres que nous éditons, que nous produisons. Merci à vous. C'était Victor. Je vais cut le live. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.